Bonjour Iyad Satouf. Bonjour. C'est un événement, l'Arabe du futur, volume 3, 1 million d'exemplaires vendus, c'est 17 langues dans le monde et c'est la suite des aventures du petit garçon au Moyen-Orient que vous avez été, que vous racontez toujours avec le même plaisir, j'imagine. Disons que comme les livres étaient prévus, l'histoire était prévue depuis le début, donc j'ai l'impression de continuer quelque chose que j'ai commencé. Donc c'est vrai que ça me plaît beaucoup et je suis d'autant plus content qu'il y ait autant de lecteurs. Donc vous vieillissez, vous grandissez, j'allais presque dire, à travers le troisième volume, c'est de 6 à 9 ans quoi. Oui, voilà, oui, je raconte une période où nous habitions toujours dans le petit village de Termalais avec ma mère française et mon père syrien. Et en fait, dans ce volume, ma mère ne supporte plus la vie en Syrie, donc elle veut rentrer en France. Et mon père, lui, par contre, hésite à rentrer en France ou à rester en Syrie avec sa propre famille qui lui met une certaine pression pour qu'il reste parmi elles. Oui, alors il y a la grand-mère du petit garçon qui est là, il va y avoir des disputes, c'est la vie quotidienne, il y a l'école, il y a les copains, il y a tout ça, il y a les rêves de l'enfance. Oui, disons que c'est un âge où je crois, en tout cas quand je me suis penché sur les souvenirs de cette période-là, les souvenirs étaient bien plus évidents à raconter parce qu'en fait, comme j'étais un petit peu plus grand, j'étais capable de voir aussi parfois que les adultes pouvaient se tromper ou que des fois mes parents prétendaient quelque chose, or ils faisaient autre chose et on commence à apercevoir la stratégie des adultes. Et c'est vrai que dans l'Arabe du futur, comme j'adore montrer le monde à travers le point de vue d'un enfant et le point de vue des enfants, justement comment ils sont élevés, comment ils grandissent, avec quelles valeurs morales, comment ils sont entre eux et comment ils perçoivent le monde des adultes, dans ce volume-là, ça devient encore plus concret parce qu'il y a tout un tas de questionnements Oui. qui Il apparaissent. s'éveille au monde qui l'entoure. Hein, il décrit finalement ce qui se passe. Ben oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a la question de est-ce qu'on croit tout ce que racontent les adultes ou pas? Parce que les adultes racontent beaucoup de choses aux enfants et les enfants ils gobent tout ce qu'ils leur racontent. Mais là, on commence à douter et à essayer de se faire ses propres théories. Donc c'est un âge très intéressant, je trouve. Oui. Et il essaie de comprendre le monde des adultes, comme vous dites, et c'est pas simple parce qu'il a encore ses rêves d'enfant. Disons que quand grandir, c'est aussi prendre conscience de la nécessité de, comment dire, heureusement que c'est pas en direct, je le refais. C'est vrai que quand on est enfant, on a vraiment plein de rêves euh, complètement abstraits et complètement aussi surréalistes. Donc c'est vrai que dans ce volume, par exemple, je raconte que je m'étais fait une fixation sur un jouet qui est un Goldorak géant. Oui. J'en rêvais la nuit, c'était la chose que je désirais le plus au monde. Et voilà, il y a toute une péripétie avec ce Goldorak que mon père m'a promis. Et c'est vrai que les petites choses de l'enfance sont souvent des choses extrêmement importantes pour les enfants, même si elles semblent mignonnes ou si elles semblent un peu ridicules. Les enfants surinvestissent beaucoup. Oui. Moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un jardin pour enfants et j'ai vu deux enfants. Vraiment, ils devaient avoir 2 ans. Il y en a un qui a poussé par surprise celui qui était à côté de lui et qui est tombé la tête la première en se cognant. En fait, vu de l'extérieur, c'était assez mignon. On avait l'impression que deux poupons, comme ça, se poussaient. Enfin, il y avait un côté même marrant dans la façon dont il était tombé. Or, pour ces enfants, à leur taille, c'était quelque chose de terrible parce qu'en fait, il y a quelqu'un de la même taille qui vous pousse, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne savez pas. Et c'est vrai que les enfants, souvent, comme on ne leur explique pas ce qui se passe, surinvestissent les choses Oui. et font leurs propres Alors, interprétations. on regarde au-delà, parce qu'évidemment, il va y avoir des déménagements. Il va revenir en Bretagne, il va venir en France. C'est des mondes complètement différents. On change de couleur, d'ailleurs, dans la bande dessinée, des teintes nouvelles. L'Arabe du futur, c'est aussi un carnet de voyage, c'est-à-dire que je raconte tous les différents voyages que j'ai pu faire lorsque j'étais enfant avec ma famille. Donc, en effet, il y a eu toute une partie en Bretagne et des parties en Syrie. Donc, c'est deux univers qui peuvent sembler extrêmement éloignés, qui le sont aussi quand même par de nombreux aspects, mais qui sont aussi assez proches par d'autres. Notamment, je décris dans ce troisième volume les paysans et la façon dont ils vivaient en Bretagne. Alors, l'ancienne génération, qui a été évidemment rattrapée par la modernité, mais les vieux paysans qui vivaient près de chez ma grand-mère en Bretagne n'étaient pas très, très différents des paysans en Syrie. Oui. Ils n'avaient pas un mode de vie radicalement opposé. Ils vivaient avec leurs bêtes, au contact de la terre. Ils,
le monde moderne ne leur était pas vraiment Oui. arrivé. Mais quand il arrive en Bretagne, évidemment, c'est quand même bien différent de la Syrie. Il y a de la modernité, il trouve que il y a des choses complètement magiques. Hein. Pour moi, la principale différence qui existait entre la France et la Syrie à cette époque-là, c'est que c'était était basé sur la société de consommation, c'était les supermarchés. Et j'étais complètement admiratif du fait qu'en France, il y avait des magasins avec tout dedans, toutes sortes de nourritures différentes, toutes sortes de produits différents et des rayons avec des jouets, tous différents. Ça me semblait être une sorte de vision du paradis. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est la principale différence qu'il y a entre les deux pays, c'était ça. Et aussi le fait que les enfants étaient moins peut-être malmenés à l'école qu'ils ne l'étaient en Oui. Syrie. Oui, parce que c'est très dur. Hein. On voit le maître qui quasiment bat les enfants. Vous avez vécu Oui, oui, ça? oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant de raconter ça parce que c'est des choses qui passent avec le temps et qu'on oublie. Comme on a oublié en France que c'était comme ça ici aussi. Moi, je rencontre souvent des personnes âgées qui viennent me voir et qui me disent « Ah, vous savez, moi, dans mon école, juste après-guerre, c'était la même chose. On me donnait des coups de bateau, ils nous giflaient, ils nous tiraient par les tempes. Bon, on oublie en France que ça a été comme ça. Si on regarde le film de François Truffaut, Les 400 coups, François Truffaut raconte son école après-guerre. C'est exactement la même chose que l'Arabe du Oui. futur. Alors, il y a de la tendresse, il y a beaucoup de poésie, alors il y a la vie, bon, la circoncision, des grands moments dans l'existence quand même pour un petit garçon. Et inquiétant aussi tout ça. Ben oui, oui, c'est vrai que le moment de l'enfance est un moment qui est riche de joie, mais aussi riche de peur. Et j'aime beaucoup décrire les peurs enfantines, parce que là où les joies de l'enfance sont souvent extrêmes, les peurs le sont aussi, je dirais. Oui. Mais on voit le monde autour, comme on disait, finalement, quelque part un peu la politique aussi, comment on vit en Syrie à ce moment-là. Bah, pour moi, c'est difficile de dire que mon livre décrit vraiment la façon dont on vivait en Syrie, parce que j'aime pas généraliser. Moi, je raconte vraiment l'histoire de ma famille à travers le point de vue de l'enfant que j'étais. Donc, c'est par une petite lorgnette montrer comment était la vie dans un petit village à côté de Homs. C'est un village sans intérêt, pour l'histoire en général, en fait, l'histoire avec un grand H. Donc, c'est vrai que nous, on a été amenés, j'ai été amené à croiser des gens un peu particuliers, que mon père essayait de devenir quelqu'un dans ce pays. Et donc, c'est toujours montré comme une petite souris, comme ça, mais je n'ai pas la prétention de dire que je montre de manière définitive la façon dont on vivait dans le monde arabe, loin de là. Oui. Mais quand je disais, il y a la tendresse, ça compte beaucoup. Certaines nostalgies. Bah, écoutez, en fait, il y a une chose qui est assez importante, enfin, disons, quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est qu'on aimerait que le monde arabo-musulman et le monde, entre guillemets, occidental soient radicalement différents. Or, je pense qu'ils sont extrêmement proches. Déjà dans l'organisation des rapports entre les gens, et les mamans font les mêmes travaux de maman, mêmes travaux de maman, que ce soit en Syrie ou en France à cette époque-là, en tout cas, et les pères faisaient la même chose. C'était les hommes qui commandaient des deux côtés, même si en France, évidemment, les gens étaient plus riches et la société était plus développée. Mais il y a énormément de points communs et j'aime bien, aussi avec l'Arabe du futur, emmener le lecteur en lui montrant des différences et ensuite en les transformant en points communs, en fait. Voilà, c'était aussi un peu le but de l'Arabe du Ouais. futur. Et c'est émouvant aussi pour vous, j'imagine, hein, de retrouver ces souvenirs, de les faire renaître sur du papier. Oui, en même temps, je suis toujours assez étonné de l'intérêt en fait, que ces histoires-là peuvent trouver chez le lecteur. Parce que pour moi, je vis avec, donc ça ne me semble pas complètement incroyable. Donc voilà, c'est Oui, vrai parce que que... je disais, ça triomphe international. Bah, oui, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'en effet, j'ai beaucoup de lecteurs un peu partout sur Terre et c'est très amusant. De voir justement qu'un lecteur brésilien, euh, je dis ça parce que j'étais au Brésil il n'y a pas longtemps, me disait « Ah, c'est marrant, moi ça me fait penser, quand j'étais petit, j'ai grandi près d'une favela et mes copains vivaient dans la favela et moi je vivais pas dans la favela et on jouait ensemble et eux ils étaient plus pauvres. » Enfin, ça agite des choses sur les classes sociales Ouais. justement, Et, dans ouais. l'esprit des En même temps, lecteurs. c'est l'humanisme au sens universel. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y reconnaître. Ça, c'est à vous de C'est le beau, dire non? et non pas moi. Mais c'est vrai, au fond, ça c'est le rêve pour un dessinateur. Bah, de toute manière, mon but premier quand j'ai fait l'Arabe du futur était de faire une bande dessinée qui soit lisible par les gens qui ne lisent pas de BD. C'était mon but en fait. Et maintenant, il y a récemment, j'étais au rendez-vous de l'histoire à Blois.
qui est un festival extraordinaire. Et j'ai rencontré il y a des petites mamies qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Oh, vous savez, votre BD, c'est la première que je lis de ma vie depuis Bécassine !» Et en fait, ça me fait hyper plaisir quand on me dit ça. C'est pour ces gens-là que je raconte ces histoires. Et c'est pour eux qu'il va y avoir encore plein de volumes. Il y en a déjà 3. Donc, puis là, il y en a encore à faire, là. Hein. Il y a encore des souvenirs derrière. J'espère bien. J'espère que je ne vais pas avoir une amnésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Riyad Sattouf, L'Arabe du futur, volume 3, c'est un événement. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.